Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h40, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Alors avant de voir le conflit autour des notes du bac, on a appris ce matin qu'une nouvelle femme vient de tomber sous les coups de son conjoint. Elle était enceinte, c'était déjà signalé à la police. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer, là cette fois, la mise en place des mesures contre les maris violents? On pense par exemple aux bracelets électroniques qui ont été évoqués. Alors oui, effectivement, c'est à chaque fois un drame et chaque décès est un décès de trop. Ouais. Il y a à la fois le besoin de parler beaucoup de ces féminicides et je suis très heureuse, même si c'est évidemment à chaque fois qu'il y a des drames, je suis moi très heureuse qu'on ait ce décompte qui nous rappelle à chaque fois qu'une femme tombe sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint que c'est un sujet qui reste prégnant dans la société. Oui, Ça, c'est terrible parce que ce sont des drames, Sibeth Ndiaye. Ce sont bien sûr des drames, mais en fait, si vous n'en parlez pas, vous tuez une deuxième fois les victimes. Parce que en parler, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que la société condamne et n'accepte plus. Pendant très longtemps, on a parlé de drame passionnel. Pendant très longtemps, on a nié la réalité du fait qu'il y avait quelque chose de particulier quand un homme tuait ou battait sa femme ou son ex-femme. Ça, c'est la première chose. Après, donc c'est important d'en parler parce que c'est un changement global de mentalité dans la société. Ensuite, la deuxième chose, on a fait des choses, on a augmenté les crédits aux associations, on a mis en place une plateforme de déclaration pour faire en sorte que les victimes potentielles ne soient pas confrontées à ce que ça peut représenter de difficultés d'être en face de quelqu'un et de devoir décrire par le menu les sévices qu'on a pu subir. Et puis, Nicole Belloubet a fait cette annonce en lien avec Marlène Schiappa sur le bracelet électronique du conjoint violent, qui est une mesure d'éloignement en quelque sorte. En fait, on a dans notre loi la possibilité de l'utiliser depuis fort longtemps. Malheureusement, c'est dans un cadre qui est trop restrictif. Là, il faudrait qu'on puisse l'ouvrir, notamment quand on a des ordonnances de protection qui ont été prononcées. Et donc, la ministre va faire en sorte que cette loi soit modifiée de manière à ce qu'on puisse élargir le cadre qui utilise ça. Après, il y a aussi des professionnels qui vous disent que ça maintient un lien entre la victime et l'agresseur. Et que psychologiquement, ça peut être difficile. Donc, à chaque fois, s'il y avait une baguette magique pour arrêter les féminicides... Quelqu'un l'aurait bien utilisé. Sauf que c'est terrible parce que c'est grosso modo tous les 3 jours, une femme tous les 3 jours qui tombe sous les coups de son mari. Donc on va continuer en fait dégrainer malheureusement Je pense qu'on est dans une situation où d'abord il y a une plus grande dénonciation des faits de manière plus précoce. Ça c'est important parce que sans doute que ces dénonciations qui ont lieu maintenant, ça évite les féminicides de dans 2 ans, de dans 3 ans. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur cette prise de conscience en quelque sorte globale dans la société, parce qu'elle permet d'être attentif, d'être dans une forme de vigilance collective qui fait que moi aujourd'hui, je vous le dis, quand j'entends une dispute un peu forte chez mes voisins, je suis en alerte. Alors voilà, c'est ça. Il doit y avoir aussi une alerte de la part de la famille, du voisinage. Souvent, on n'a pas envie de se mêler des affaires des autres. Non, mais des affaires des autres, quoi. Et donc là, il y a un appel, quoi. Vous lancez en quelque sorte. Moi, je vous dis, il y a quelques années, ça m'est arrivé d'entendre une dispute très forte, d'entendre des choses qui tombent dans un appartement et juste d'aller sonner en demandant est-ce que tout va bien. Venons-en, Sibeth Ndiaye, maintenant. Bah oui, évidemment. Venons-en maintenant à ce bras de fer entre les profs et Jean-Michel Blanquer autour de la rétention des notes du bac. On voit ce matin que les enseignants maintiennent leur mouvement. Le ministre promet que tous les élèves auront leurs notes demain, jour des résultats. Est-ce que c'est une certitude d'ailleurs, ça ? Eh bien, le ministre a mis en place un dispositif qui fait en sorte que tous les élèves aient leurs notes demain. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a renforcé les correcteurs, on a renforcé ceux qui peuvent potentiellement saisir des notes dans les différents logiciels. Et donc, on a mis tout en œuvre pour ne pas empêcher des gamins qui bûchent depuis des mois et des mois de pouvoir passer cet examen et d'en avoir les résultats. Et puis, il a pris une décision qui, je crois, est très courageuse, qui est de permettre d'ouvrir la possibilité qu'on prenne en compte les notes de toute l'année quand on a une note manquante dans une matière. C'est une décision, honnêtement, c'est pas facile à prendre parce que ça pose plein de questions. Bien sûr. Ça pose évidemment plein de questions. On peut s'être planté pendant toute l'année et puis avoir finalement réussi à l'épreuve finale, quoi. Bien sûr. Évidemment, les jurys auront de la souplesse pour apprécier ces faits-là dès lors qu'on aura la note de la copie. Mais en même temps, on ne peut pas
regarder des mômes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans dans les yeux, leur dire, vous avez travaillé toute l'année, c'était pas facile. Le bac, moi je me rappelle de l'angoisse terrible que c'était. J'étais dans un état catastrophique au moment de le passer et après pour avoir les résultats. On peut pas les regarder et leur dire, des gens qui ont décidé de faire grève, je respecte le droit de grève, j'ai aucun sujet là-dessus. Mais la grève, on peut la faire au mois de mars. Et la grève, on peut la faire à d'autres moments. Et il y a quelque chose qui a une forme d'injustice vis-à-vis de ceux qui ont bûché pour repasser cet examen. Sibeth Ndiaye, il faut sanctionner alors les professeurs grévistes, retenir les jours de grève sur leur salaire. Alors attendez, ça c'est un truc syndical de base. Quand on fait la grève, on a un engagement et cet engagement, il se traduit par le fait qu'on ne travaille pas et donc par des retenues sur salaire. Après, je pense qu'il faut toujours essayer d'être dans le dialogue. Je crois que le ministre de l'Éducation nationale, sur les sujets qui posent problème aujourd'hui, notamment la réforme du bac, il a mené des concertations depuis plus d'1 an et on a une réforme qui s'applique de manière échelonnée. Donc on peut voir année après année, d'ici à 2021-2022, ce qui ne va pas, on peut le corriger et on peut l'ajuster. Là pour l'instant. Non, il n'y a pas d'entêtement. On peut avoir un désaccord. Mais il faut être ferme sur les réformes, c'est ce que vous dites. On peut avoir un désaccord, considérer que des profs considèrent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette réforme. À un moment donné, ils n'ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel. Et donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse avancer. Ça rejoint tous les mouvements de contestation du moment. Et face à cela, le gouvernement annonce toujours sa fermeté. Je crois qu'il ne s'agit pas d'être dans une position qui consisterait à dire eux contre nous. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois très profondément à une société du dialogue et une société du dialogue et de la démocratie sociale. Le dialogue et la démocratie sociale, ça ne peut pas non plus vouloir dire l'immobilisme. Et donc, il faut qu'on ait des instances, et ces instances, ce sont les organisations syndicales représentatives, dans lesquelles il y a des discussions, on pose une réforme. C'est bien ça de le reconnaître, parce qu'à un moment donné, on avait cru comprendre que le président Emmanuel Macron se passait des corps intermédiaires. Non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de se passer des corps intermédiaires, il s'agit que chacun agisse à la place qui est la sienne. Et donc, la place des syndicats, c'est une place dans laquelle il y a de la revendication, mais aussi une place dans laquelle on veut transformer la société. Moi, j'ai toujours été, quand j'ai fait du syndicalisme étudiant, j'ai toujours considéré que le syndicalisme qui ne s'attachait qu'à la lutte n'était pas un bon syndicalisme. Et donc, il faut un syndicalisme de transformation sociale. En tout cas, c'est constructif, quoi. C'est pas une question d'être constructif pour dire je suis prêt à faire des concessions avec le gouvernement. Moi, je me place pas du tout dans cette optique-là. Je dis simplement que quand on défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs ou de ceux qu'on souhaite représenter, en fait, le gouvernement fait des concessions de la même manière que les organisations syndicales font des concessions et on peut s'apporter mutuellement. Sibeth Ndiaye, plusieurs questions encore ce matin aussi dans l'actualité. Alors certains Français vont-ils perdre des APL, les allocations au logement en 2020 La question se pose de nouveau avec la réforme qui est toujours en cours. Qu'en est-il exactement ? Alors je veux dire une première chose pour que les fake news arrêtent de se balader. On ne modifie pas le barème des APL. Donc le montant qui permet de bénéficier d'une APL n'est en aucun cas modifié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait en sorte que au moment... L'APL, c'est pas un système de cotisation. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'une APL, on regarde vos revenus d'il y a 2 ans. Ce qu'on dit simplement, c'est que désormais, on regardera vos revenus actuels pour déterminer le montant d'une prestation sociale qui n'est pas le fruit d'une cotisation, d'une forme de salaire différé. Et donc, en fait, on fait quelque chose qui, je crois, sera plus juste parce que quand vous avez un changement de situation immédiat, vous pouvez immédiatement bénéficier d'une hausse des APL si vos revenus ont diminué. Bon, donc voilà, la réforme est en cours. Et pour quand ? Pour janvier ? Pour le début, à mon avis, pour le versement des APL janvier ou février 2020, on a des difficultés sur les systèmes informatiques et donc on prend le temps pour être certain qu'au moment de la bascule, il n'y ait pas de difficultés pour les allocataires. Autre dossier un peu chaud en ce moment au niveau national mais aussi européen, les traités de libre-échange, feu vert donné hier du gouvernement pour le CETA, l'accord avec le Canada. Est-ce que la voie est ouverte du coup pour le Mercosur avec les pays d'Amérique latine ? Parce qu'au sein de la majorité, ça grince, notamment Jean-Baptiste Moreau, qui est un conseiller agriculture, qui n'est pas forcément d'accord avec le Mercosur et la position d'Emmanuel Macron, qui lui veut des garanties, quoi. Il y avait, dès le départ, si je prends l'exemple du CETA que nous allons ratifier, beaucoup de réticences, beaucoup de peurs. En partie, ces réticences et ces peurs étaient justifiées. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir une méthode qu'on va appliquer systématiquement. Notre méthode, elle est basée sur 4 piliers. On dit d'abord, il faut systématiquement qu'il y ait des normes sanitaires et environnementales. La deuxième chose, on dit qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Cette transparence, elle est acquise quand vous avez des comités d'experts indépendants
qui viennent regarder le traité qu'on nous propose, qui nous disent ça va pas, compte tenu de ce qu'est notre économie, qui nous disent il y a des fragilités dans telle ou telle filière, et donc on peut aller plus loin. Il y a aussi un enjeu de vérification. Parce qu'un accord commercial, les deux parties s'engagent à faire des choses. En l'occurrence, si je prends le cas du Mercosur, le Brésil, qui n'était pas très enclin à le faire au départ, s'est engagé à rester dans l'accord climatique de Paris. Cet accord implique de la reforestation pour 12 millions d'hectares dans la forêt amazonienne. C'est donc quelque chose dont il faudra vérifier la mise en place effective, la mise en œuvre effective. Et donc, il faut qu'on soit dans une situation où on ne se dit pas, des réchefs, un accord commercial, c'est mauvais par essence. Parce que dans ce cas-là, en fait, on commerce plus avec personne. En France, on s'habille plus parce que les habits sont importés. Et surtout, nos filières agricoles, je veux dire, ça veut dire que nos céréaliers, comme ils produisent en excès par rapport à ce dont on a besoin, ils ont raison d'avoir des craintes en fait actuellement. Et ce que vous leur dites, c'est qu'on va vérifier qu'il y ait bien toutes les garanties, sinon on ne signera pas alors. Exactement. Bon. Et donc cette vérification et cette ratification, ça va prendre du temps. Donc il faut savoir raison garder. Un accord commercial n'est pas mauvais par nature, il est mauvais en fonction de son contenu. On a eu des craintes avec le CETA, on les a levées, on a eu un certain nombre de garanties et le résultat est là. Notre balance commerciale avec le Canada, elle s'est améliorée de 400 millions d'euros en un an. Bon, Sibeth Ndiaye, on va suivre. La proposition de loi sur la haine sur Internet, contre la haine sur Internet, est-ce qu'elle menace un peu la liberté d'expression ? Certains quand même se posent la question, est-ce que ça ne va pas aller trop loin ? Alors pardon, mais moi quand je me fais insulter dans la rue ou quand on se fait casser la gueule dans la rue en raison de son appartenance à une race, une ethnie particulière, quand on a une couleur particulière ou quand on est homosexuel, on porte plainte. Donc je ne vois pas au nom de quoi, sous prétexte que c'est sur un écran, on n'aurait pas les mêmes droits dans la vie in real life, dans la vie réelle, que quand on est sur Internet. Donc il est normal que l'on sanctionne et que d'abord que l'on signale et deuxièmement que l'on sanctionne systématiquement tous les faits. Et dans la rue, quand on tape quelqu'un, même quand on a une cagoule, on essaie de trouver votre identité. C'est la même chose sur Internet. Il n'y a pas d'espace de non-droit, en fait. Alors, selon la LICRA, la loi rate un peu sa cible parce qu'elle ne sanctionne pas, par exemple, les contenus négationnistes, la diffamation raciale. Ça ne fait pas partie totalement, en fait, des discours de haine. C'est les discussions. La proposition de loi, elle est en cours de discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, on va voir les ajustements qui sont possibles ou qui sont souhaitables. Je crois que le cadre qui est posé aujourd'hui dans cette loi est un bon cadre, mais évidemment, il y a une discussion parlementaire. Oui, mais il faut aller plus loin, c'est ce que vous dites. Non, je ne dis pas nécessairement qu'il faut aller plus loin. Moi, je n'ai pas la connaissance fine juridique des sujets. Je dis simplement que, comme à chaque fois qu'il y a une loi qui est en discussion au Parlement, cette loi peut faire l'objet d'amendements, sans pour autant que je ne dise qu'il faille aller dans ce sens-là. Sibeth Ndiaye, autre sujet toujours sensible, où vous vous êtes déjà exprimé, l'affaire des femmes en burkini à Grenoble. Alors, le maire de Grenoble, de la ville, appelle Emmanuel Macron à siffler la fin de la partie. Est-ce que le président va se prononcer ? Vous avez parlé de mesures d'hygiène, ce n'est pas que cela quand même. Non, je dis deux choses. Je dis, il y a une première chose qui est qu'on a des règles. C'est déjà bien si on arrive à les faire respecter. Ces règles nous disent quoi ? Elles nous disent que dans une piscine, on a des tenues qui sont adaptées. Que ces normes sur nos tenues, elles sont définies en fonction de questions d'hygiène et de questions de sécurité. Ça, c'est établi. Et donc vous, monsieur, par exemple, vous ne pouvez pas aller avec un boxer dans une piscine. Vous devez avoir un slip de bain. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Bon. C'est pour des questions de normes. Et ça n'est pas parce que vous êtes catholique ou juif ou musulman qu'on vous impose cela. Et donc, ça, c'est la première chose à bien comprendre. Après, il y a un deuxième débat, qui est un débat politique. Ce débat politique, il est mené... Républicain, disent certains. Ce débat politique, il est mené par une petite minorité d'activistes communautaristes qui essaient d'imposer une vision de la société dans laquelle tout est religieux. Ça, je m'y refuse profondément et je refuse. Donc vous condamnez alors ça. Je condamne évidemment. Ces femmes en burkini à la piscine de Grenoble. Je condamne évidemment les associations à caractère communautaire qui essaient dans notre société, qui est une société laïque, d'imposer un débat qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas des dizaines de milliers de nos compatriotes de culture musulmane ou de religion musulmane qui réclament de se baigner en burkini dans des piscines. Ça n'est pas vrai. Bon, vous les condamnez, c'est très clair. Un mot sur la bataille pour la mairie de Paris. Mounir Majoubi le dit ce matin dans Le Parisien, il apporte son soutien à Cédric Villani. Vous êtes affiché en photo toujours avec Benjamin Griveaux.
Vous êtes toujours derrière Benjamin Griveaux ? Oui, bien sûr. Je crois que Benjamin, c'est quelqu'un qui a à la fois une expérience d'élu de terrain, puisqu'il a été en Saône-et-Loire, région dont il est originaire. C'est quelqu'un qui a envie de faire beaucoup pour Paris. Et donc, pour moi, c'est le meilleur candidat. Après, La République En Marche a une commission nationale d'investiture. Tous les candidats qui veulent compétir... Il est temps que ça se termine, quoi, cette campagne, non ? Écoutez, non, je crois pas, parce que je pense qu'au contraire, il faut savoir prendre le temps qu'il faut pour pouvoir trouver le meilleur candidat. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, et le meilleur, c'est Benjamin Griveaux, pour vous. En tout cas, de mon point de Cédric vue... Villani, c'est quand même un bon candidat ou pas ? Si jamais il devait avoir l'investiture. C'est quelqu'un que je trouve extrêmement brillant. Oui. C'est un député qui a su s'investir sur des sujets que je trouve vraiment intéressants, en particulier sur la reconnaissance des harkis. Et donc, évidemment, je salue à la fois son investissement et son intelligence. Après, une campagne municipale, c'est aussi le sentiment que vous pouvez avoir. Moi, je suis parisienne. C'est le sentiment que vous pouvez avoir de l'adéquation entre une ville et un homme ou une femme. Je le sens plutôt pour Benjamin Griveaux. Il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, Sibeth Ndiaye, c'était le premier vrai rassemblement d'Emmanuel Macron à la Mutualité. Il n'était pas encore officiellement candidat. Vous étiez à ses côtés. Vous pensiez qu'un jour, vous seriez devenu ministre, justement ? Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est même pas le sujet de Emmanuel Macron, c'est juste le sujet de ma vie à moi. Oui. Oui, mais enfin lié à Emmanuel Macron. Alors évidemment, non, mais quand je vous dis, j'aurais jamais imaginé devenir un jour ministre, c'est parce que j'aurais jamais imaginé que on me ferait confiance à ce point pour devenir ministre et que quelqu'un estimerait un jour que j'en ai les capacités. Je suis très heureuse que Édouard Philippe y ait pensé, en tout cas. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Eh ben, vous me faites une belle transition, Patrick Roger, puisque vous aviez dit que vous étiez une femme plutôt de l'ombre à la base. Là, vous passez à la lumière et de plein fouet. On commence à voir des photos de votre conjoint dans la presse. Est-ce qu'il y a des choses ou des traits de votre caractère ou des choses que vous avez dû gommer au travers de cette fonction ? Parce qu'on vous savait un peu grande gueule et assez cash. Est-ce que vous êtes un peu assagi ? Non, je crois pas. Non ? Ce à quoi je tiens, parce que je crois très fort dans les symboles républicains, je pense que quand on est ministre de la République, on doit avoir une attitude qui fait honneur à la République. Et donc, évidemment, vous avez cette attitude qui est, j'allais dire, qui doit être conforme à ce que sont... Plus posée, peut-être. Les valeurs de la République. C'est pas une question d'être plus posé, c'est simplement que dans la manière dont vous répondez aux gens quand ils vous interpellent dans la rue, vous portez en vous une part de l'autorité de l'État, et donc vous devez avoir en permanence à l'esprit que vous incarnez l'État aux yeux des Français. Et donc ça, c'est peut-être la seule chose que j'ai changé. Après, mon caractère, ma spontanéité, ma vivacité et parfois mes coups de colère, je les garde. Les coups de colère aussi. Vous mettez la pression, vous mettez la pression tous les matins ? Énormément. Ah ouais ? Énormément. Je pense qu'avant vous êtes décontracté là. Oui, sans doute parce que ça ne se voit pas. Sans doute parce que je joue bien la comédie et que mon cœur, qui est aujourd'hui en ce moment à 170 pulsations minutes parce que je parle à la radio, ça ne se voit pas à l'extérieur. Non, pas du tout. Mais ce matin, depuis 5 heures, je me suis réveillée et j'ai feuilleté des pages et des pages sur Sud Radio parce que j'étais très stressée. Comme à chaque fois. Merci Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, c'est Yves de Kerdrel, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.